Il existe dans la galaxie plusieurs faisceaux qui entrent en expression, qui sont entrés en expression, qui sont susceptibles d'entrer en expression. Il y a des dénominations de noms qui sont utilisées souvent pour qualifier les supports d'expression de ces faisceaux-là. Au préalable, ce qui serait intéressant, ce serait que tu me définisses qu'est-ce qu'une entité, qu'est-ce que l'être-té, quelles sont les saveurs différentes d'expression de ces dénominations-là pour des faisceaux. Bon. L'être-té, c'est l'identification d'un faisceau par lui-même. L'entité, c'est la perception d'un faisceau non identifié de par lui-même, perçu par l'être-té. Si moi, je me connais, je sais que je suis un être-té. Si toi, tu ne sais pas que tu es, moi, je te perçois quand même comme étant un phénomène formique. Tu es une entité. Lorsqu'une entité pénètre la conscience astrale de l'homme, une entité astrale par exemple, cette entité astrale ne sait pas qu'elle existe. Et elle n'agit qu'en fonction de mécanique. Nous, la percevant, nous allons projeter sur elle l'identification, mais dans la terminologie, ce n'est pas un être, c'est une entité. Le faisceau peut être exprimé sous forme d'entité si le faisceau est extrêmement diffus. Donc, dans une collectivité, on n'a pas d'être-té, on a des entités, qu'on peut aussi appeler des êtres humains ou des animaux humains, mais le terme « être » n'est pas un terme à adapter. Ils ne sont pas. Ils sont là, ils ne sont pas. Lorsque le faisceau est un peu moins réparti à travers un paquet de phénomènes humains, lorsque le faisceau est plus densifié, plus conscientisé à l'intérieur d'une structure matérielle, donc d'un Dieu matériel, d'un corps physique, lorsqu'il y a identification, c'est-à-dire que lorsqu'il y a le savoir à l'intérieur même de l'expression du faisceau, il y a apparition de l'être-té. Maintenant, une chose que je n'ai pas dite, qui est intéressante, c'est qu'il y a 14 faisceaux. J'ai, à un moment donné, commencé à parler de faisceaux qui pouvaient être résiduels de d'autres galaxies, qui pouvaient parvenir jusqu'à nous. Donc, peuvent colorer notre conscience. Cela peut engendrer certaines formes d'intervention extraterrestre. Et cela peut aussi altérer les interventions directement terrestres. Mais ce qu'on doit savoir aussi, c'est que les faisceaux du passé sont en train d'être détruits présentement. Alors, il y a un faisceau qui a été totalement anéanti. Alors, de 12 faisceaux, il y en resterait 11, les 12 faisceaux majeurs. Il y a le 11e faisceau qui est presque totalement anéanti. Alors, il en resterait 10. Ils ne sont pas résorbés, ils sont anéantis. C'est la même chose. Ils ont été mutés, ils ont été alchimisés. Et il reste 10 faisceaux qui sont présentement en train de se faire travailler aussi pour être anéantis. Chacun de ces faisceaux anéantis est remplacé au fur et à mesure de son anéantissement par un autre faisceau beaucoup plus supérieur, beaucoup plus puissant, beaucoup plus néotité, beaucoup plus instantané, beaucoup plus intelligent, beaucoup plus supramental. C'est ce phénomène de dissolution ou d'anéantissement d'un faisceau primaire par création, disons, par écrasement sous la gestation d'un faisceau secondaire beaucoup plus puissant, est une gestion reliée au faisceau, une gestion par fusion majeure entre le passé et l'instantané, que lui-même peut peut-être appeler l'avenir. Alors, à un moment donné, il y a l'archétype d'un faisceau majeur. Prenons l'exemple d'un faisceau comme celui de Jean, de celui de tous les gens du passé. Je parle donc de Jean de Patmos, je parle de Jean l'Évangéliste, je parle de Jean le Baptiste. Lorsque la majorité des mémoires expérientielles reliées à ce faisceau, de ces trois personnages qui vont engendrer des lignées archétypales qui vont être les gens qui vont suivre dans n'importe quelle langue, lorsque la majorité des mémoires de ces trois gens primaires va être absorbée par un personnage, et la majorité du faisceau, de ce même faisceau, se dirige vers ce personnage. Étant donné que spirituellement, on peut dire que dans l'antique gestation de notre planète, il y a de cela quelques 2000 ans, un peu moins de 2000 ans, le soleil qui servait de bifurcateur du faisceau était les gens. Le centre humain hominal qui servait à diffuser le faisceau, à ajuster aux autres, étaient les gens. Jean le Baptiste, Jean l'Évangéliste, Jean le Patmos. Lorsque les mémoires de ces trois personnages sont digérées par une entité ou un être-té aujourd'hui, la majorité de ce faisceau
tend à bifurquer et à revenir vers lui. Donc, ce personnage est obligé de capter l'attention consciente d'une panoplie de gens, de les amener vers lui, de les diriger, de les intégrer, nécessairement de les manipuler, de les instruire. C'est-à-dire qu'il doit retirer le faisceau, ce 12e faisceau archaïque, de la conscience expressive et évolutive des gens. Il doit leur retirer ce faisceau, donc les gens passent par une phase d'inconscience du point de vue de l'être-té. Ces gens deviennent des entités totalement sous le joug de ce personnage. Et lorsque celui-ci a pu prendre ce faisceau, et le faisceau, il a pu accumuler suffisamment de cette énergie de faisceau que les autres avaient, mais leur ayant retiré, il l'a chez lui, il peut maintenant commencer à digérer ce faisceau. Digérant ce faisceau, il détruit de par le fait les archétypes Jean, Jean et Jean. Et il détruit en même temps tout ce qui pourrait avoir une tendance colorative à travers la conscience des personnages qui étaient du même faisceau que lui. Et lorsqu'il a terminé cette digestion, lorsqu'il a absorbé ce poison qu'est le passé, lorsqu'il l'a transmué en essence de vie, plus d'actualité, il le redonne aux gens par la suite un nouveau faisceau qui, de par le fait, passe maintenant par lui. Il est devenu le nouveau soleil. Ce n'est plus les gens du passé, mais il est maintenant lui le nouveau soleil. Et maintenant, ce nouveau faisceau, c'est-à-dire qu'il y a maintenant un faisceau archaïque qui est totalement anéanti, et un nouveau faisceau, c'est une mutation, une amélioration du premier faisceau, mais entre l'arbre et la maison, c'est du bois, mais ce n'est pas la même chose. Alors, il y a amélioration évolutive. Les individus doivent donc essentiellement passer, ceux qui sont du même faisceau, doivent essentiellement passer par la conscience de ce personnage. Et lorsqu'ils ont vécu leur étape de transition entre le temps où on leur retire leur faisceau et où on leur redonne leur faisceau amélioré, il y a cette étape qui se manifeste sous forme de disciplina, d'esclavage, de recherche d'évolution à partir d'une seule source, d'une vénération d'une seule source. Et lorsqu'on leur remet leur faisceau, les individus redeviennent libres de s'en aller. Libres de s'en aller, libres de rester. Mais les individus abandonnent maintenant la fascination par rapport au personnage, ils abandonnent en même temps la certitude certaine que seul ce personnage a les clés, parce qu'on leur redonne leur faisceau, et cela leur redonne un peu d'énergie, de conscience. Il y a un 11e faisceau, évidemment, qui est altéré, qui est presque totalement anéanti. Ce 11e faisceau est anéanti selon le même principe que le 12e faisceau, donc le premier faisceau qui est anéanti. J'ai dit dans une conférence régulière que le faisceau le plus puissant était le dernier faisceau à pouvoir se retirer de la matière. Le faisceau le plus puissant actuellement, les faisceaux ont tous la même puissance du point de vue cosmique. Sauf que dans l'actuelle expression, le faisceau le premier à pénétrer le contexte planétaire est celui qui se densifie en premier. Donc, dans l'actuelle perception, il est faible, mais c'est le premier à se sortir de son esclavage, pour la simple raison qu'il est plus avancé que les autres dans son évolution, donc il est plus proche de son évolution. Alors, il y a présentement un faisceau totalement neuf qui est à peu près instauré, ce n'est pas encore tout à fait complété. Il y a un deuxième faisceau totalement neuf qui est en train de s'instaurer lui avec, il est un peu plus puissant dans l'expression future que le premier faisceau neuf. Par contre, présentement, il est dans l'apparence un peu plus faible. Et il y aura évidemment un 3e, 4e, 5e, 6e jusqu'à 12e faisceau neuf qui remplaceront les vieux faisceaux archétypales. Autrement dit, on peut prétendre que les vieilles religions seront tous anéanties dans un avenir, dans une année standard relativement rapprochée. Alors, en ce qui concerne les faisceaux, c'était donc intéressant de faire cette bifurcation pour la simple raison qu'on ne peut pas prétendre reconnaître un faisceau neuf à partir de l'archétype d'un faisceau vieux. Même si les deux faisceaux sont frères et sœurs, c'est-à-dire que même si les deux faisceaux, si le vieux faisceau donne naissance au faisceau neuf, il n'y a pas de comparaison, sauf pendant le temps de transmutation. Il n'y a pas de comparaison même en termes d'octave. C'est pas une octave supérieure d'une saveur énergétique qui s'exprime. C'est une octave supérieure, mais c'est comme si tu partais d'un piano tout à fait désaccordé avec l'octave le plus bas, et tu t'en vas par la suite vers l'un des plus puissants pianos avec le plus meilleur système d'amplification à l'octave le plus haut. Alors ce n'est pas simplement un do, ré, mi, fa, sol, la, si, et on passe à un autre do, ré, mi, fa, sol, la, si.
c'est celui qui est juste en haut. C'est pas la même chose. Il y a une évolution énergétique. Toute évolution énergétique, comme tout phénomène de mutation, est une question d'accumulation d'énergie. Alors, plus la cendre est épaisse, plus ça prend de temps avant que la flamme sorte. Sauf que lorsque la flamme va sortir, elle va jaillir plus haute et plus forte. Pourquoi? Parce qu'elle aura cumulé beaucoup plus de chaleur en dessous de la cendre, dans sa braise, en attendant d'arriver à un point où elle pourra se exploser. Alors, c'est la même chose pour l'évolution de l'homme, comme pour la mutation, comme pour quoi que ce soit du point de vue énergétique. Il y a accumulation, accumulation. Cette accumulation donne du volume ou de la masse. Et cette masse ou ce volume, dépendant des cas, des fois c'est les deux, donne l'illusion d'une évolution progressive qui permet de monter d'octave en octave en jouant sur le même clavier. Sauf qu'à un moment donné, le clavier cosmique est totalement anéanti et on passe à un autre clavier qui, dans certaines formes de principe, est similaire, mais absolument différent dans la forme de ce qu'il peut donner comme résultat. En termes de néotypage de l'astralité planétaire par le processus de diffusion d'un faisceau et puis par le processus de transformation que tu exprimes, pour un individu qui est soumis à cette mécanicité-là, est-ce qu'il demeure quand même en liaison avec le même esprit de son faisceau? Bon. Ou si il devient associé à l'esprit du nouveau faisceau qui s'exprime, qui est plus puissant et qui détruit les archétypes de l'ancien faisceau? Premièrement, l'individu vient au monde à travers le corps physique de ses parents. Que ce soit une naissance immaculée ou une naissance maculée, ça ne change rien dans le principe mécanique, ça change quelque chose dans la conception spirituelle, mais ça ne change rien dans le principe mécanique. Le corps physique est un corps qui attire de l'ego du point de vue du monde de la mort, selon la position des paliers mobiles déterminée par la position des planètes autour de la planète Terre. Alors, il y a perpendiculairement à la naissance, au lieu de naissance, une descente d'énergie astrale, qui premièrement est fétale, deuxièmement infantile, qui vont venir habiter, constituer la structure amique et finalement l'ego de l'individu. À travers cela, lorsque le corps physique a la faculté d'attirer par principe mimétique la mémoire plus complète d'une structure du passé, en l'occurrence celle du Nazaréen, ou en réalité celle de Jésus, ou celle de Jean le Baptiste, ou celle de Marc, ou celle de Pierre, ou celle de d'autres personnes, le corps physique lui-même attire ce genre de choses, mais il y a toujours des émissions, c'est-à-dire qu'il y a des mémoires qui n'ont rien à voir avec cela, qui s'immiscent parce qu'elles reconnaissent un orteil, elles reconnaissent un doigt, elles reconnaissent une paupière, elles reconnaissent des cheveux. Et ça crée une perturbation, ça crée un ego pluralitaire, même si l'essence même de l'ego de l'individu est archétypée sur un processus événementiel du passé, une expérience du passé. Il y a donc une réincarnation plus complète d'un substitut mémoriel qui provient du passé. Maintenant, l'individu qui voit cela arriver chez lui, nécessairement a un ego qui est instruit de connexion supramentale archaïque. Et cet ego a immédiatement le désir de se renourrir de l'expérience du passé pour arriver à de l'entité de redevenir un être-té. Donc, l'individu qui vit ce genre de réincarnation, l'individu qui serait grosso modo la réincarnation plus ou moins unique et complète d'un phénomène du passé, que ce soit Mahomet, que ce soit Bouddha, que ce soit Jésus, que ce soit un apôtre, etc., il a tendance égoïquement à revivre ou à vouloir revivre la même structure événementielle que dans le passé de façon à se retrouver. Donc, l'individu pourra prétendre à un moment donné qu'il est Jean le Baptiste, qu'il est Bouddha, qu'il est d'autres personnages comme ça. Maintenant, à travers cela, il va lire ces personnages et il va tomber en amour avec. Et il va les lire, les relire, pour la simple raison qu'il renourrit ce qu'il est lui-même. Le processus même de n'importe quelle forme égoïque, c'est l'habitude. À travers cela, il va aussi, plus son corps physique va avancer dans la gestation temporelle, plus il va réincarner des mémoires plus matures de ce phénomène événementiel. C'est-à-dire que lorsque l'enfant a 12 ans, il réincarne des mémoires de ce qu'était Bouddha à 12 ans. Mais Bouddha à 12 ans n'a pas la perception du Bouddha à 30 ans. Lorsque l'individu arrive à 30 ans, il réincarne les mémoires du Bouddha à 30 ans. Donc, nécessairement, il a l'expérience de l'actualité plus mélangée à l'expérience du passé et à la maturation de l'ego ou de l'expérience amique et égoïque laissée par le contact supramental ou melchisédien à travers ce bonhomme. Donc, le personnage lui-même finit par redevenir plus ou moins sage comme la mémoire ou comme l'ego de la réincarnation peut lui permettre d'être. À partir de cet instant, il va rechercher toutes les traces dans le monde de la mort qui peuvent se relier à ce qu'il a été, autrement dit, à ce qu'il croit être. Et il va maintenant absorber la mémoire du faisceau archaïque. Prenons la mémoire du faisceau de Jésus, par exemple. L'individu va maintenant cheminer pour absorber toute la mémoire astrale du faisceau archaïque laissée par le passage
de l'entité qu'on appelle Michael dans l'ésotérisme, qui est l'énergie christique qui va venir nazaréiniser le corps de Jésus. Alors, il va absorber cela. Alors, il sait maintenant qu'il n'est pas Jésus. Par contre, il sait en même temps que Jésus n'existera plus lorsque lui aura fini de penser qu'il est Jésus. Alors, évidemment, il y aura un soubresaut majeur dans l'astral. Il y aura la guerre de ceux qui ont besoin de cette entité pour survivre du point de vue théologique, alors qu'ils verront de plus en plus la trace de Jésus s'en aller. Ils peuvent la remplacer par des mémoires archétypales du Christ, du Nazaréen, de choses dans ce genre, mais toutes ces mémoires finiront de toute façon par être digérées, absorbées par l'individu qui a le corps physique qui réincarne les mémoires de Jésus, de Bouddha, de Mahomet ou de Jean le Baptiste. Lorsque cela est totalement accompli, lorsque toute l'énergie de l'ancien faisceau, de ce point de vue, est digérée par l'individu, l'individu maintenant change. C'est-à-dire qu'il sait maintenant qu'il n'est plus et qu'il n'a jamais été autre chose qu'un réservoir recevant la réincarnation d'un phénomène archétypal. Il sait aussi qu'il a, par le corps physique et par l'expérience énergétique qu'il a digérée de ce faisceau, qu'il peut avoir accès à tout ce que l'archétype avait accès. Mais il n'est pas nécessairement confiné à appliquer la même vie que l'archétype. Alors, si nous regardons Jean le Baptiste, toujours plus facile de parler des autres. Si nous regardons Jean le Baptiste, à un moment donné, se prend pour le Baptiste et il agit de la même façon que le Baptiste. Et à un moment donné, il se rend compte qu'il a tout Jean-Baptiste chez lui, mais qu'il n'est pas nécessairement Jean le Baptiste. Et après digestion, on va parler de moins en moins de Jean le Baptiste, et lentement, le personnage devient un peu plus ce qu'il est lui. Alors, il peut maintenant se détacher de l'archétype. Donc, il ne subira pas le même sort que l'archétype. Il ne fera pas nécessairement le même travail que l'archétype. Il peut, selon la dose d'intentionnalité qu'il habite ou de conscience intentionnelle qu'il habite, il peut altérer ou changer. Il peut refuser, il peut accepter. Alors, c'est le même phénomène pour n'importe quel personnage qui aurait à se connecter à une réincarnation majeure d'un archétype. Et lorsqu'il la digère, il n'a plus la nécessité de suivre le chemin vieillot des mémoires. Alors, il sait maintenant qu'il n'est plus cela, mais il sait en même temps qu'il est tout cela. Il est tout cela avec beaucoup plus du neuf, et il n'est pas nécessaire qu'il agisse. Donc, ce n'est pas un cycle qui se répète inlassablement, c'est-à-dire que si Jean le Baptiste se réincarne 1980, 1960, même 1954 années après sa disparition, ce n'est pas essentiel qu'il revive le même genre de phénomène, qu'il reperde encore la tête, etc. Par contre, pendant le laps de temps de réincarnation, consciemment ou inconsciemment, il aura des tendances à revivre la même chose que l'archétype, pour la simple raison que présentement, ces archétypes le dominent, et le dominant, elles font tout pour revivre le même genre de vie de façon à se réénergiser pour se retrouver. Lorsque l'individu commence à les digérer, il devient un peu plus puissant comparativement à ces archétypes. Et là, maintenant, il fait bifurquer la vie de ces archétypes et ce n'est plus ceux-là qui vont dominer, bien que nous puissions considérer occultement ou ésotériquement qu'un tel personnage est bel et bien la réincarnation d'un tel être-té et d'une telle entité. Mais ce personnage est la réincarnation améliorée. Donc, tu ne peux pas dire qu'il a le même chemin, la même mission, le même ceci, le même cela, mais c'est lui. Tu as mentionné qu'il y avait, dans cet ordre d'idées-là, deux types d'interventions majeures extraterrestres. Il y en avait une énergétique et il y en avait une aussi de l'avenir, du futur, par une possibilité de néotypage de mémoire de futur. Quand est-ce que j'ai dit ça? Tu as dit ça dans ton discours, tu as mentionné cette chose-là. J'aimerais vérifier effectivement si, dans le processus de digestion de l'archétypage des mémoires, il y a une forme de néotypage qui s'effectue. Ce qu'on appelle la notion de faisceau, qui est de l'énergie concentrée, un déplacement d'énergie concentrée, puis que tu parles de transport séraphique. Est-ce que le faisceau sert de moyen de transport séraphique de mémoire du futur pour paramétrer chez un humain un néotypage? Premièrement, j'ai expliqué dernièrement qu'un faisceau d'énergie était un concept spirituel néotypé. Bon, qu'en réalité, il n'y avait pas de faisceau. Le terme faisceau est un terme qui est intéressant parce qu'utile, pratique. C'est un instrument conceptuel qu'on utilise pour se comprendre. C'est pratique, exactement. C'est que l'énergie, elle est totalement présente autour de toi.
Selon la capacité qu'a ton corps d'absorber, il absorbera une certaine forme de vibration. Et ce sera donc une couleur. Et cette couleur peut aussi porter le nom de faisceau. Et par rapport à la perception, vu que tu ne peux percevoir ou capter que cette longueur d'onde, c'est comme si tu étais totalement connecté uniquement à cette longueur d'onde. Et de ce fait, en rendant plus pratique la communication, on parlera de faisceau. Mais l'énergie de mon faisceau, elle est totalement, elle te baigne totalement. Mais toi, tu vas absorber l'énergie que je n'absorbe pas, et on pourra parler donc de ton faisceau. Transport séraphique, c'est une extension qui demande encore une élaboration temporelle dans le déplacement, à une vitesse exorbitamment plus grande que la vitesse de la lumière, et qui réunit normalement une galaxie à une galaxie. Le transport séraphique peut se poursuivre s'il y a un contrôle relativement puissant ou conscient, jusque sur un système solaire ou jusque sur une planète, même sur une lune ou un astéroïde. Mais le faisceau n'est pas un transport séraphique, donc il y a une nuance majeure entre l'un et l'autre. On ne peut pas faire de transport séraphique là où il n'y a pas l'énergie de notre faisceau. Autrement dit, si la brume de ton faisceau ne rejoint pas une galaxie, tu ne peux pas faire de transport séraphique entre ton monde et le sien. Si la brume de ton faisceau s'éloigne et s'étend à travers le super-univers, tu peux te promener partout dans le super-univers par transport séraphique. Mais si on revient maintenant à la notion d'influence extraterrestre par des mémoires de futur, mentionnant entre autres la possibilité pour toi de percevoir des phénomènes de l'an 3000. Puis tu as aussi, à ce moment-là, ces mémoires-là sont néotypées chez toi. C'est-à-dire que tu lui as mis une certaine odeur énergétique et tu as mis cette odeur-là dans ces néotypes-là, ce qui fait qu'ils gravitent alentour de toi, puis ça fait partie maintenant de toi, ces néotypes-là. Oui ou non? Est-ce que c'est cette mécanique-là qui fonctionne? Ça ressemble. Oui. Mais ce néotypage-là va induire chez l'individu un autre comportement d'identification vers... Regarde, présentement, la problématique, c'est que la jonction entre les milliers d'années du passé et le millier d'années d'avenir crée une force de cohésion qui demande un ajustement. Et l'ajustement n'est pas encore totalement complété. Ce qui peut faire en sorte que ce que tu as dit tout à l'heure est proche de la réalité, mais c'est de la vérité. Ce n'est pas tout à fait de la réalité. Et dans quelques temps, toujours relatif le temps évidemment, eh bien, ce que tu as dit là sera faux. Ouais. Mais prenons ça sous un autre angle. Ah oui. Moi, j'ai participé à une session de PMC+, à Mont-Gabriel. Quand j'ai débuté ma session, je me demandais qui étais-je. Et quand je suis sorti de là, je me demandais pour moi-même, qui sommes-nous? Si je te pose la question à toi, Daniel Kemp, qui êtes-vous tous, Daniel Kemp? Il y a énormément de réponses. Il y a des réponses qui ne peuvent pas être dites parce qu'émotivement, elles seraient récupérées. Et cela peut nuire, surtout ceux qui récupéreraient. Et il y a beaucoup de réponses qui peuvent être répondues, qui peuvent être données. L'explication que j'ai avancée tout à l'heure, elle est fait que une intervention extraterrestre du futur est possible par un néotypage d'un individu dans l'espace-temps actuel. C'est une réponse que je te donne. Qu'est-ce que tu réponds à cette question-là que je t'avance? C'est que, étant donné que les choses sont en évolution, ce que nous pouvons dire aujourd'hui peut être vrai. Mais on doit savoir que dans quelques temps, ça sera faux. Alors, effectivement, à travers une structure biologique, une structure matérielle, même s'il réincarne le passé, il peut y avoir des contacts extraterrestres, c'est-à-dire qu'on les appelle extraterrestres, comme on a vu dans une des conférences, on les appelle extraterrestres, mais en réalité, elles proviennent de la Terre, mais de notre avenir. Quoique certaines proviennent d'un phénomène extraterrestre, mais ce sont quand même un phénomène qui est humanoïde, ou encore hominoïde. Et il y a donc une intervention de ce genre, de ce type, qui vient néotyper, c'est-à-dire qui vient chapeauter les archétypes pour donner une vision
non pas une vision exclusive du passé pour permettre un ajustement avec la réalité de l'actualité, mais une vision qui provient aussi de l'avenir, de façon à venir altérer, détruire ou très colorer les visions du passé pour que la réalité aux yeux de l'observateur soit colorée à partir d'une structure de l'avenir et non plus à partir d'une structure du passé. Évidemment, lorsqu'on a une réincarnation de futur, on a une vision colorée à partir de l'avenir des structures de l'actualité, ce qui nous permet d'être ce qu'on appelle visionnaire, ce qui nous permet de vivre et de croquer dans la vie exclusivement en fonction d'une amélioration vers l'avenir et non pas en fonction d'un entretien du passé. Exemple, moi je suis absolument pour qu'on détruise toutes les vieilles maisons de la ville de Montréal. Le patrimoine, j'en ai vraiment rien à foutre. Pour la simple raison que ça laisse l'humain planté dans les vieux archétypes. Dernièrement, il y a un hôtel qui était en train de tomber sur la tête à tout le monde, et puis il y avait encore des connards qui venaient se battre pour qu'on la préserve. Alors on prend une vieille église, on en fait une université, puis on laisse les vieilles façades de l'église là. C'est sûr que du point de vue de l'architecture, ça fait joli, mais on se piège quand même. Alors moi, étant donné que je suis qu'une grande partie de ce qui vient heurter la réincarnation du passé et vient de quelques milliers d'années en avant, du point de vue réincarnationnel, cela me permet d'avoir une gustation de la vie qui est uniquement axée sur l'avenir. Étant donné que l'ego sait très bien qu'il se dirige vers l'avenir et non pas vers le passé, même s'il y a moins de réincarnation de l'avenir qui s'oppose au passé, le passé ne peut pas tenir devant une évidence aussi simple que celle-là. On marche vers l'avenir et non pas vers le passé. Étant donné que j'ai des connaissances et des saveurs de l'avenir, cela permet aussi à toute la structure archétypale de ne pas avoir peur de l'avenir parce qu'il en connaît un peu la forme et la couleur. Donc, encore moins de résistance vers l'avenir. Mais ce qui va arriver, c'est qu'à un moment donné, dans la réincarnation, il y a la réincarnation du passé qui se cumule et qui, à un moment donné, va être digérée. Mais il y a aussi la réincarnation, non pas d'entité, mais d'un être-té de l'avenir qui se pointe à l'horizon, qui est appelé souvent structure supramentale et qui, par l'intermédiaire d'un double éthérique, c'est-à-dire que le premier contact devra se faire entre ce qu'il y a de plus évolué dans le passé, le double éthérique constitué à partir des mémoires même de la négociation de l'archétype réincarnationnel, relié à ce contact avec l'avenir, un contact avec l'avenir dans l'actualité, donc un contact avec l'instantanéité. Et l'instantané, par le double éthérique, permet la pénétration de la conscience biologique et atomique de l'âme. Cela fait en sorte que l'on peut considérer qu'après un laps de temps, le passé s'est réincarné dans un corps physique et a animé le corps physique, confronté à un monde extrêmement neuf, un monde de l'avenir, mais vécu dans le présent d'aujourd'hui, un monde de l'avenir en fonction de la mémoire qui se réincarne, mais un monde de l'actualité en fonction du corps réincarnationnel. Alors, il y a ajustement. Par la suite, il y a un contact avec l'avenir, c'est-à-dire que dans l'avenir descend maintenant dans un phénomène d'actualité, un être-té global et complet de l'avenir, et celui-ci a plus de facilité à s'ajuster au passé, donc à notre actualité, que la mémoire archétypale avait de la facilité à s'ajuster à l'avenir, donc notre actualité. Cela veut dire qu'à travers la coloration néotypale des mécanismes de l'avenir permettant à l'être humain d'être visionnaire et de facilement s'adapter, il y a énormément d'enfants nouveaux aujourd'hui qui sont réincarnationnels de phénomènes de l'avenir, et il permet de facilement s'adapter à n'importe quelle transformation technologique. C'est évident, il attend après depuis longtemps, et d'ailleurs il trouve encore ça un peu vieillot et même un peu anachronique, mais c'est quand même facile pour lui de s'adapter à cela. Après un laps de temps, chez certains individus qui vivent ce phénomène, il y aura une réincarnation plus ou moins complète, et finalement totalement complétée, d'un être-té de l'avenir. C'est-à-dire qu'il y a un processus dans le temps. Il faut comprendre que nous pouvons percevoir le temps à partir d'une bidimensionnalité ou d'une tridimensionnalité projective. C'est-à-dire que si je t'explique que l'être humain est placé ici et qu'il réincarne le passé. Et réincarnant le passé, il avance, et avançant, il crée une courbure, une déformation dans le temps. Il crée une déformation dans le temps parce qu'il absorbe le passé, ce qui fait que l'avenir a une tendance de plus en plus à reprendre la place du passé. Donc, l'avenir se retrouve en arrière de nous. En même temps, l'avenir se trouve aussi en avant de nous. Maintenant, dans l'étirement et à mesure de notre déploiement évolutif, nous allons accumuler chez nous les mémoires réincarnationnelles de l'avenir, comme les mémoires réincarnationnelles du passé sont déjà présentes. Cela va faire en sorte que la conscience de l'homme va entrer dans un monde
dans un événement créationnel qui n'a jamais existé. Autrement dit, nous allons vers un futur possible. Il y a des myriades de futurs possibles. Ces futurs possibles, nous devons les digérer, mais du point de vue de la conscience humaine, nous n'allons pas. Il y a une grande partie de l'homme qui va aller vers un avenir qui n'existe pas, qui n'a pas existé et qui n'existera pas. Bon, c'est plus clair comme ça. Et lorsque la conscience de l'homme chemine là-dedans, elle permet de la création de différents golas, on en a déjà parlé dans une conférence régulière. Elle va permettre la création, la juxtaposition de sa conscience au travers des millions, des milliards, des billions et même des milliards de structures matérielles, planétaires, humanoïdes, végétales, animales et d'autres formes, pour pouvoir permettre l'accumulation événementielle, l'absorption de l'univers à travers un réseau très étendu de ces tentacules, de façon à ne pas avoir dans un seul corps, à travers une seule expression mémorielle de conscience, à parcourir l'étendue totale de la création du point de vue du temps. La création est beaucoup plus longue en temps qu'elle ne l'est en distance. Ça, tu peux comprendre ça? Je suis. Bon. La création est beaucoup plus longue en temps qu'elle ne l'est en distance. Et même si l'être humain parvient à parcourir la distance créationnelle, c'est-à-dire qu'il part d'un point et en voyageant en ligne droite, il revient au même point, il a parcouru la distance. Mais il n'a pas encore parcouru le temps. Autrement dit, l'étendue spatiale de la création n'est pas l'équivalente de l'étendue temporelle. Cela veut dire que le temps que prend un être humain à voyager avec une conscience, même en transport séraphique, le temps que prend l'être humain à traverser la création d'une extrémité à l'autre, ce n'est pas le temps de la création. Autrement dit, si tu parcours tout le volume de la création, je ne parle pas en ligne droite, je parle d'un volume sphérique, disons, tu parcours tout le volume de la création, cela te prend quelques billions de milliards d'années à la vitesse de la lumière. Mais ça, c'est plus court, plus petit que le temps dans la création. Autrement dit, de l'explosion de l'univers aller à la régression totale de l'univers, il y a plus de temps que tu peux en brûler en parcourant la globalité du volume de la création. Bon. Alors, on résume. La création est beaucoup plus grande en temps qu'elle ne l'est en distance. L'être humain qui chemine va, à un moment donné, cheminer à travers... Il chemine à travers l'espace. Il y a des coordonnées. Je te donne un rendez-vous à Montréal, c'est une coordonnée. Je te donne un rendez-vous au coin de l'Esplanade et de Crémazie, c'est 2 coordonnées. Je te donne rendez-vous au coin de l'Esplanade de Crémazie au premier étage, c'est 3 coordonnées, tridimensionnalité, le haut, la largeur et l'épaisseur. Et je te dis, je te donne un rendez-vous au coin de l'Esplanade de Crémazie au premier étage à 12h15. Maintenant, je mets la 4e dimension, le temps. Dans notre évolution, maintenant, avec ces 4 coordonnées, on va être capable d'arriver à la même place. Mais ce qu'on doit comprendre, c'est que si je ne mets pas l'heure, tu ne peux pas être à la même place que moi. Du point de vue d'une compréhension cosmique de la création, tu n'es pas au même endroit. Si tu es au premier étage, au coin de l'Esplanade des Crémazie à 11h, tu n'es pas au même endroit que moi. Et dans l'évolution limitée de l'homme, tu devras te déplacer dans le temps pour parvenir au même endroit que moi. Ce déplacement dans le temps qui va te permettre d'arriver au même endroit que moi, tu vas appeler ça l'attente. Mais c'est faux. En réalité, tu n'attends pas. Maintenant, tu ne te déplaces plus dans la spatialité de la création, tu te déplaces maintenant dans le temps. Uniquement dans le temporel de la création et non plus dans la spatialité. Il est évident que tu peux te déplacer dans les deux. C'est-à-dire que tu peux aller marcher sur la rue, aller prendre un café au restaurant et revenir à 12h15. Tu auras cheminé dans le temps et en plus, tu auras poursuivi ton cheminement dans la matière. Lorsque l'être humain fait ce système d'évolution, parce qu'on doit bien comprendre qu'on ne vieillit pas, on chemine dans le temps. Et cheminant dans le temps, on abandonne des formes pour prendre de nouvelles formes. On ne le sait pas, on ne s'en rend pas compte, on reste convaincu qu'on garde la même forme. Et les formes que l'on va prendre sont des formes qui sont de moins en moins adaptées
à une gestion vivante de l'évolution, mais qui sont de plus en plus adaptés aux nécessités de l'ego pour qu'il puisse se reconnaître dans la forme. On appellera cela le vieillissement, on appellera cela ce qu'on voudra, maturation dépendant de l'âge. Maintenant, il y a donc une évolution dans le temps qui peut se faire à partir d'une position géostationnaire. Tu ne bouges pas du point de vue spatial, pardon, mais tu ne chemines que dans le temps. Dans la structure réincarnationnelle de certaines formes d'être-té, dont moi, il y a ces possibilités de ne pas trop se déplacer dans la matière et de se déplacer très rapidement dans de grandes distances temporelles dans le temps. Autrement dit, au lieu de se déplacer dans la matière pour aller acquérir de l'expérience, il reste fixe et géostationnaire au niveau matériel et il ne se déplace que dans le temps. Cela veut dire qu'il expérimente du point de vue temporel des mécanicités à venir et passées, et cela égale, dans la terminologie ésotérico-théologique, réincarnation. Alors, de ce point de vue, le corps ne bouge presque pas, mais il réincarne de l'avenir, et il réincarne non pas seulement un prototype de l'avenir, il peut réincarner un prototype de plusieurs phénomènes. Moi, je réincarne de l'extraterrestre. Moi, je réincarne de l'avenir, et je réincarne du passé. En réalité, je suis géostationnaire à peu près, je reste sur le plan planétaire. J'évolue avec le corps physique dans une temporalité convenable, c'est-à-dire que je m'arrange pour me déplacer au rythme de la collectivité à travers une ascension temporelle qui nous permet de dire que nous sommes toujours en 1988 et que je suis rendu à tel âge biologique et que je devrais normalement subir la structure altérative du temps comme l'individu l'a subi. La seule chose qu'il y a, c'est que de temps en temps, les gens me disent, on dirait que tu as rajeuni. Et il y a l'apparence physique, mais même l'apparence physique, à un moment donné, on pourrait dire, oui, mais tu as une apparence physique standard, normale de certaines personnes qui vieillissent, mais n'empêche que tu sembles plus jeune. Il y a de temps en temps un déplacement donc au niveau de la géographie planétaire, et au niveau temporel, géotemporel, ou spatio-temporel, que je fais qui me retourne un peu en arrière du point de vue de mon déplacement, tout en conservant un archétype formique qu'un corps physique dans ce que l'être humain appelle présentement l'actualité. Cela donne immédiatement l'impression du rajeunissement biologique. Maintenant, lorsque l'être humain a la faculté de se déplacer à travers beaucoup de continuums temporels et non pas spatio-temporels, il a en même temps le néotypage de son ego provenant de l'intervention extraterrestre ou encore de l'avenir ou du passé, qui lui permet de comprendre les raisons intelligentes d'avoir un corps physique qui ne suit pas la tendance assez fallacieuse du vieillissement. Donc, au lieu d'accepter une forme qui serait mathématiquement l'addition des mémoires expérientielles de mon ego par rapport au collectivisme inconscient qui fait que rendu à un certain âge, on doit avoir une certaine apparence, à un moment donné, le corps physique, lui, est absolument inexistentiel géospatialement, c'est-à-dire que ton corps physique n'existe pas dans un temps particulier, le temps étant toujours en mouvement, donc le présent n'existant pas. Ton corps physique doit se réadapter à une temporalité neuve à chaque 10 milliardième de millionième de milliardième de seconde, un peu plus vite que ça quand même. Et cela veut dire que tu as la capacité énergétique, si tu as une conscience qui n'est pas trop astralisée, si tu as un ego qui est assez néotypé à partir de certaines structures où le vieillissement est une chose absolument absurde, tu as la faculté de bloquer totalement l'évolution progressive vers la vieillesse de ton corps physique. Maintenant, l'être humain peut poser des questions. Comme par exemple, tu as un corps physique qui semble jeune, mais tu es malade. Tu as la grippe ou encore tu as un brûlement d'estomac ou tu as une attaque cardiaque, des choses comme ça. Et là, encore là, l'humain va dire, oui, mais à quoi ça sert d'être évolué si tu es malade quand même? Ça n'a rien à voir. C'est que le travail de l'évolution n'est pas un travail de préservation du corps physique. C'est qu'il y a des symptômes secondaires qui donnent au corps physique certaines choses. Mais par contre, toi, tu as les cheveux qui grisonnent. Mais est-ce qu'une grande partie de ton évolution doit être faite en fonction de les empêcher de grisonner, ou si carrément les cheveux qui aillent donc se faire couper, ou qui aillent donc tomber, ou qui se grisonnent donc, qui prennent en feu, qui fondront ce qu'ils voudront? L'évolution de ta conscience n'est pas une évolution de préservation du système capillaire. Alors immédiatement, tu t'en balances. Cela veut dire que tu peux rajeunir même si tes cheveux deviennent gris. On aura l'impression que tu es jeune, parce que tu seras jeune. Mais les cheveux, tu devrais t'en occuper. Non. Moins on s'occupe de ces choses-là, plus facile elles se replacent. Ça n'a aucune importance.
ce n'est pas utile. Alors, l'être humain qui vit ce cheminement évolutif, ça peut être une personne qui est une femme, un homme, ça n'a rien à voir, elle chemine à travers le temps, mais elle ne chemine pas en fonction d'un ego planétaire archétypal qui ne voit l'évolution qu'à partir des symptômes extrêmement secondaires ou tertiaires qui lui plaisent. Donc, tout à l'heure, je t'ai dit que ce que tu as dit était relativement vrai. Ce n'était pas la réalité, mais ça peut être une vérité, une coloration de la réalité, et que dans quelque temps, ce sera faux pour la simple raison que ce qui néotype mon ego ne néotypera plus mon ego, ce sera moi. Alors donc, de ce point de vue, ce ne sera pas vrai. On peut même dire que cela aura été faux. Est-ce que d'autres individus vont vivre ce phénomène que Oui. tu décris? Qu'est-ce que ça va induire dans ce qu'on peut appeler un faisceau espritique, là, pour garder la conceptualisation? Oh, regardons-la, elle est convenable. Ouais. Engendre des faisceaux amiques. Quelle va être la saveur d'astralité planétaire qui va être engendrée par ce nouveau néotypage-là sur la planète Terre ici? Bon, à travers le collectivisme. Oui. Bon. C'est extrêmement, la question, elle est correcte, mais c'est une question de quelques millions d'années d'énergie. C'est-à-dire qu'au niveau du collectivisme, il y a tellement d'égrégores, tellement de séparation au niveau de corps physique qu'il y a une désymétrie totale du point de vue de la biologie, une désymétrie qui est amenée par le mixage génétique. Cette désymétrie recherchée par la nature est absolument essentielle dans le but de permettre la différenciation des corps physiques, pour permettre la différenciation des expressions énergétiques, pour permettre la différenciation des expériences mémorielles, pour permettre la différenciation des expériences astrales, donc des âmes et de toute la panoplie de phénomènes qui permettent l'évolution gestative de l'humain. Maintenant, étant donné qu'il y a une désymétrie totale, il n'y a rien de semblable, enfin, il n'y a rien de pareil, même si ça peut être un peu semblable, il y a des égrégores qui sont désymétriques, il y a des formations égrégoriennes qui sont désymétriques, il y a tout un système théologique qui est désymétrique, c'est-à-dire qui est absolument différent. Alors, on ne peut pas parler en globalité comme ça, à moins de prendre plusieurs jours, à moins aussi que tu aurais des questions plus précises sur l'expression collective planétaire d'un néotypage engendré par soit un nouveau faisceau. Prenons un cas. Prenons un cas. Le centre de l'universalité Oui. est un processus c'est un néotypage. Oui. Quelle va être la mécanicité évolutive du centre de l'universalité, par exemple? Bon, une chose qui est extrêmement importante, qui n'a jamais été comprise dans le passé et qui doit être... c'est une chose qui va de plus en plus être évidente. C'est qu'une structure qui est néotypée ne peut pas accepter le vieillissement. Elle ne peut accepter que le changement, mais pas le vieillissement. Pour plusieurs humains, le vieillissement est un changement. Mais ce n'est pas exact. Il y a un changement à l'intérieur de ça, mais le vieillissement est un changement destructif. Le changement est un vieillissement constructif. Alors, il y a, à travers tout ce qui sera néotypé ou tout ce qui sera soumis de l'intelligence, il doit y avoir. Il se doit obligatoirement, tant qu'il y aura de l'ego dans la structure. Le centre de l'universalité est une personnalité morale. C'est-à-dire qu'il a une charte fédérale, etc. C'est une personnalité morale. Et prochainement, possiblement même, que les personnalités morales auront le droit de vote. Il est une personnalité morale, et en tant que personnalité morale, il a aussi un ego. L'ego est construit par l'expérience astrale de tous les individus, le personnel, les conférenciers comme le public, qui ont cheminé à travers la personnalité morale, la personne morale. Et cet ego-là est un ego qui a une tendance au vieillissement, c'est-à-dire qu'il a une tendance à cristalliser des ondes de forme, à cristalliser de l'orgueil. Il a aussi une tendance, à un moment donné, à cristalliser l'évolution, ce qui est déjà très intéressant. Mais ce phénomène-là fait en sorte qu'il ne peut pas se juxtaposer au neuf aussi facilement que s'il n'était pas égoïsé. Cela l'oblige nécessairement à vieillir. En vieillissant, dans le début, le jeune, il se fout de son corps physique, il se fout de son esthétique, il n'a rien à faire avec ça, il joue. Tout le monde le trouve beau. Comme le centre au début. Le centre au début, il y avait une salle de l'autre côté, il n'y avait pas de tapis à terre, les chaises étaient tout croche, il n'y avait pas de mur, c'était du ciment. Mais c'était beau, il y avait 80-95 personnes qui venaient régulièrement. Lorsqu'il y a eu l'inauguration du centre, début 84, les gens ont subitement sont rendus compte que dans le centre, il y avait énormément plus d'individus. Exactement comme l'enfant qui, à un moment donné, finit par se rendre compte
qu'il a des frères et des sœurs et que les parents s'occupent de d'autres et que lui-même en attire certains, il n'en attire pas d'autres, etc. Il vit une crise. Cette crise morale, c'est la clientèle qui l'a vécue. Les 80-85 qui étaient là lorsque c'était en ciment, lorsqu'il y a eu l'inauguration, ils se sont rendus compte que maintenant, ça ne leur appartenait plus, qu'il y avait plein de nouveaux mondes là-dedans. Alors, tous les anciens sont partis. Donc, le centre a vécu maintenant ce qu'on appelle sa digestion d'adolescence, c'est-à-dire qu'il a éliminé les archétypes infantiles, ceux qui l'ont vu naître et qui s'amusaient à le trouver beau, ce qui l'habitait lui lorsqu'il ne s'occupait pas de lui. Et il est resté maintenant l'adulte, la nouvelle clientèle. Cet adulte, cet adolescent qui maintenant va vers l'état d'adulte se refait en beauté, c'est-à-dire que maintenant il commence à s'intéresser à ses cheveux, à comment il est peigné, comment il est habillé. Il commence à se décorer. Il commence à essayer de se faire une place à travers le monde adulte dans lequel il va. Et cet égrégore-là, c'est l'égrégore évidemment de la nouvelle clientèle. À un moment donné, il est rejeté de la maison. On le met à la rue. Alors il doit déménager. Il déménage. Déménageant, il décide d'abandonner, maman, papa, il décide d'abandonner les archétypes de la famille, il décide d'abandonner toutes ces choses-là et il se refait donc maintenant une vie à lui tout seul. Mais à un moment donné, dans ces archétypes au complet, il a amené les vieilles photos, il a amené une grosse partie de l'ego d'adolescent qu'il a eu chez ses parents, c'est-à-dire de cette clientèle, l'infection. Et dans son évolution, si c'est un être, une personne morale qui a une conscience d'évolution, une conscience d'instantanéité à un moment donné, il se rend compte qu'il se limite énormément par le seul fait qu'il est dans un archétype. Et il se rend compte, on prend l'exemple, l'adolescent se met une forme particulière et il se colore les cheveux en argent. Et là, tout le monde le remarque. Mais le remarquant, les gens le jalousent. Le jalousant, les gens se teignent aussi les cheveux en argent pour être comme lui. Et à un moment donné, il a les cheveux en argent, mais tout le monde a les cheveux en argent. La problématique, c'est que ceux qui faisaient des mauvais coups avant ont maintenant eux aussi les cheveux en argent. Alors maintenant, lui, il est devenu un parmi 150 autres. Et si 95% de ceux qui ont les cheveux en argent ne sont pas dans la même direction que lui, il est quand même catalogué comme étant comme ayant une direction particulière. Ses cheveux en argent, ça peut être le mot centre, par exemple. Alors, on a eu un paquet d'organismes qui, à un moment donné, ont changé leur nom pour s'appeler centre ceci, centre cela, etc. Dans l'actuel phénomène évolutif, il y a l'intelligence qui, au travers certains individus, va dire « Maintenant, c'est le temps de quitter ta mère, de déménager. » Mais quand tu quittes ta mère et que tu déménages, tu abandonnes tout. N'amènes pas de meubles. Mais étant donné que tout allait tellement bien dans ta chambre, tellement bien où tu étais, etc., tu amènes quand même des meubles. Et tu changes la coloration de tes meubles. Tu prends le tiroir numéro 1, tu te places au tiroir numéro 3, le numéro 3, numéro 1. Bon, ça a changé les choses un peu et tu te dis, j'ai quand même changé l'onde de forme, c'est vrai. La problématique, c'est que tu n'as pas suffisamment changé l'onde de forme, c'est que lentement, l'onde de forme revient. J'expliquais dernièrement à un de mes amis qui a adopté une petite fille d'un autre pays et ils lui ont donné un nom canadien. Et je lui expliquais qu'il doit absolument casser la gueule avec sa parole à tous ceux qui vont dire encore, disons que c'est une Guatémaltèque, je peux-tu voir la petite Guatémaltèque? C'est pas une Guatémaltèque. Elle était Guatémaltèque. La Guatémaltèque est restée au Guatemala. Celle qui est ici, c'est une Canadienne. Son nom guatémaltèque, c'était ce que tu voudras. Mais son nom ici, c'est Michel. Elle n'est pas guatémaltèque. Et là, je lui expliquais que toutes les photos que vous avez prises au Guatemala, jetez-les. Tout le linge, tout ce qui vient de là, jetez-le. Pourquoi? Parce que à l'instant où elle était entourée par ces personnes-là qui sont suffisamment évoluées en vibration, elle est devenue canadienne. Étant donné qu'ils ont pris l'avion et qu'ils ont voyagé dans la matière à une vitesse relativement rapide, tout ce qui est guatémaltèque de cette personne-là, tout ce qui s'est réincarné dedans et qui va là, a perdu le corps. Mais ça, maintenant, c'est en train lentement de fouiller le Guatemala au complet. C'est en train de chercher sur la planète où il est, ce maudit corps. Là, il y a des photos. Là, il y a son nom. Là, il y a encore des caves ici qui disent la Guatémaltèque, la Guatémaltèque, la Guatémaltèque, etc. Ah, ben, ils sont cute, les Guatémaltèques, peux-tu voir les photos? Et on garde d'un vieux linge, un souvenir, la clé de sa mère, n'importe quoi. Et lentement, ce qui se promène là va finir par la repérer. Alors maintenant, elle va revenir. Et là, tu vas te rendre compte qu'au fur et à mesure elle aura 3 ans, 4 ans, 5 ans, elle va de temps en temps parler de l'autre pays. De temps en temps, elle va se mélanger entre les deux noms. Elle va s'appeler Michel, elle va s'appeler l'autre nom. Et il y aura ce conflit parce que maintenant, elle est en train de se faire réinvestir par ce qui n'aurait jamais dû suivre. Alors, tu la laves,
tu la coiffes différemment, tu la coupes totalement, il va rester que le corps physique entouré d'une énergie et on place Canadien autour. Ce qui est là, ici, ne pourra jamais l'arrêter. Dans un déplacement comme le centre de l'universalité ou ce genre de choses-là, il y a eu énormément de néotypes qui ont été amenés. Des néotypes en fonction du fait que, premièrement, le centre de l'universalité avait été formé en fonction de devenir un centre d'achat, un supermarché de l'évolution, où celui qui a besoin d'un astrologue en trouve un convenable, même si c'est de l'astrologie. Celui qui a besoin d'un massage en trouve un. Celui qui a besoin du revert en trouve un. Celui qui a besoin de spiritualité en trouve. Celui qui a besoin de cours d'hypnose en trouve. Celui qui a besoin de supramental en trouve, etc. Le but du centre était d'aider l'humanité. Moi, je n'étais pas là à cette époque-là, mais je te parle de l'archétype même qui l'a vu former. Relié à un phénomène saint-germique, mais quand même. Et à travers l'évolution donc de l'enfant, qui est devenu adolescent et qui est devenu adulte, il y a eu énormément de néotypes qui ont pénétré. Mais ces néotypes-là ne sont applicables qu'à l'exclusive condition qu'on abandonne le passé. Alors, à un moment donné, ce n'est pas le centre. Le centre n'a rien à voir là-dedans. Moi, j'ai expliqué la direction du centre, que je voulais, ça faisait 1 an que je leur en parle, que je veux faire des conférences dans des hôtels, mais je ne veux plus faire de conférences dans un cadre trop fermé. Il n'est pas fermé par le personnel, il n'est à peu près pas fermé par la clientèle, mais il est fermé par l'extérieur. C'est que l'extérieur se ferme à l'intelligence, et l'intelligence porte un nom. Même si le nom ou le cadre est totalement ouvert, il n'y a rien à faire. Tu as un magasin qui est juif, tu laisses tes portes grandes ouvertes, puis les personnes n'aiment pas les juifs, ils ne rentreront pas dedans. Ôte le mot juif en avant, change le nom, change la structure au complet. Les gens vont peut-être rentrer un peu, ils ne resteront pas. Pourquoi? Parce qu'il y a encore du personnel juif. Tu es ouvert, mais tu es fermé. Alors, à un moment donné, ce que tu fais, c'est que tu changes tout de A à Z. Et puis là, après là, il y a des chances que les gens ne te reconnaissent pas du tout, ils viennent. Et ce n'est pas l'idée n'est pas de faire la même chose sous une autre forme. C'est justement ça qu'il ne faut pas faire. Il faut faire autre chose sous autre forme. Totalement. C'est évident que l'individu qui évolue à travers le centre, on parle de clientèle, on parle du personnel, on parle des employés, des conférenciers, etc. Ça fait partie de l'évolution de l'adolescent, qui maintenant est rendu adulte. Mais il est rendu adulte, il peut faire des choses et qu'il n'arrive pas à faire parce qu'il est toujours revêtu de la même façon. Alors moi, j'ai expliqué la direction du centre, que je voulais faire des conférences dans un hôtel, que j'avais plusieurs choses que je faisais parce que j'ai quand même quelques compagnies à moi, ce n'est pas en faisant des conférences que je vis. Il y a plusieurs choses que je fais et à un moment donné, ça commence à nuire. Ça commence à être pesant. Pour rien. Alors je leur ai dit, je vais faire des conférences dans des hôtels, 1 par mois, dans des régions différentes, histoire d'aller chercher la clientèle différente. Alors j'ai mon idée là-dessus. Et si le centre veut s'occuper des conférences, il n'y a pas de problème, mais moi, j'ai fait ça là. Et maintenant, c'est moi qui vais dire ce que je veux. Alors, à l'origine, le centre m'avait engagé. Le centre faisait des spéciaux, le centre majorait les prix, le centre faisait ceci, faisait cela. Et c'était correct. La seule chose qu'il y a, c'est que si moi, je suis conférencier, si je ne veux pas être encerclé dans des murs, c'est moi qui dois décider, non pas le mur. Si moi, je décide que je fais un spécial, je fais un spécial. Alors, ce n'est pas le centre, ce n'est pas l'école, ce n'est pas la compagnie, ce n'est rien. Si je décide d'augmenter, j'augmente. Ce n'est rien. C'est du point de vue de libération énergétique beaucoup plus puissant, et pour la clientèle, et pour donc tous ceux qui font partie de cet égrégore de la personne morale qui est le centre, la clientèle ainsi que le personnel, parce que tout le personnel a déjà été la clientèle, sans exception. Alors finalement, c'est la même chose. Alors c'est évident que ce qui arrive au niveau de ça ici, c'est que quand l'intelligence néotype des formes, elle oblige des changements. Quand l'individu n'a pas la capacité énergétique de changer, c'est évident que quand on est plus qu'un, il faut que tout le monde ait la capacité de changer si on est dans un système démocratique. Si on est dans un système monarchique, c'est facile. Le plus évolué décide de changer, il dit on change. Tous les autres n'ont rien à dire là-dedans, ça change. On est encore dans un système stupide de démocratie. Et dans un système stupide de démocratie, on fait un vote. Et étant donné que l'être humain évolue sous forme pyramidale, la grande quantité de gens étant les moins évolués, c'est eux qui gagnent le vote. Alors, toutes les sociétés évoluent toujours en fonction de ce qu'il y a de plus lent dans une société. Dans une société, une compagnie, comme était le centre, c'était un peu le même phénomène. Si on passe au vote, on est fait. Alors, on a passé au vote plusieurs années de fil. Et présentement, bien moi, je ne passe pas au vote. J'ai simplement dit à la direction ce que je faisais. Et qu'ils votent ou qu'ils ne votent pas, ça les regarde. Et c'est pour ça, présentement, qu'il y a des changements qui sont quelque peu perceptifs.
Ce qui veut dire que le centre lui-même devra digérer ses archétypes s'il entend perdurer. Oui, mais jusqu'à date, l'administration du centre semble digérer suffisamment bien les archétypes. C'est pas si pire, mais c'était sans doute infaisable et impossible là, 1 an. Si on fait une projection vers un futur de ces possibilités de néotypage par ce qu'on appelle l'énergie d'un faisceau nouveau là, qui s'en vient, le 15e faisceau, quel va être dans l'avenir le type de saveur qu'il va y avoir au niveau d'école? Est-ce que tu peux projeter quelle va être la saveur d'astralité qui va se développer? Mais la saveur fondamentale à travers certains phénomènes, c'est de ne pas grouper plus que quelques individus dans une opération, dans un travail particulier. Les individus peuvent être regroupés du point de vue énergétique, donc avoir une complicité. Elle peut être financière, elle peut être supramentale. Mais les individus qui sont en phase de croissance supramentale ne peuvent pas, ils doivent avoir un regroupement minime, c'est-à-dire que de temps en temps, ils peuvent tous se voir, mais ce que je veux dire, c'est qu'au niveau du cheminement évolutif, ils doivent avoir des regroupements relativement minimes, c'est-à-dire 4, 5, 3, même 2, 3, 4, 5, 6 individus, et chaque individu doit avoir aussi un espace vital qui lui est propre, de façon à ce que chaque individu puisse avoir un peu entre ses mains la gestion de l'expression de son intelligence. Autrement dit, il doit absolument y avoir une monarchie, mais une monarchie qui s'applique à des êtres intelligents est une monarchie qui est juste stimulante. Elle n'est pas ordonnatrice. Alors, un individu travaille avec un autre individu et ils ont chacun leur partie. Disons qu'on a un restaurant tous les deux. Et moi, je décore la moitié du restaurant, toi l'autre moitié du restaurant, puis on divise en deux avec un mur. C'est le même restaurant, nous gérons le restaurant, mais j'aurai ma partie, tu auras ta partie du restaurant, mais on fera dans le même restaurant. Le mur, ça peut être un mur juste de plantes. Quand la clientèle rentre, elle a le choix entre les tables brunes avec les petites chaises en osier tressé ou les grands bancs en cuir confortable, etc. C'est le même restaurant, mais là, on s'ouvre à deux classes dans la société, dans le même restaurant. Et au lieu de s'intermêler régulièrement à travers ce que l'on fait, tu t'occupes de gérer une partie, je m'occupe de gérer une partie, alors que dans la gérance correcte, la gérance globale, c'est nous deux. Si on est 3 personnes, il y en a une qui peut s'occuper de l'administration, mais elle ne s'occupe pas des parties du restaurant. Et si ta partie commence à manquer financièrement, eh bien là, c'est tout le monde qui devront décider, dialoguer. Donc, amener de l'intelligence pour régler une solution, pour régler un problème, amener une solution. Et il y en a un là-dedans, le président de l'Assemblée, qui devra, monarchiquement parlant, déterminer à un moment donné si on fait un vote. Mais le vote n'est jamais un vote. Le vote, on veut simplement savoir si la résonance d'une idée du point de vue de la descente d'intelligence supramentale vibre atomiquement avec toi. Alors tu dis oui. Il vibre avec un autre, il dit non. Il vibre avec un autre, il dit oui. Oui, oui. Étant donné que dans une structure de gestion, on doit s'arranger pour être suffisamment similaire du point de vue de la descente d'intelligence, on peut avoir une grande idée sur la coloration astrale d'un phénomène. Si finalement, sur 5 personnes, 4 disent oui, 1 dit non, on applique le oui. Mais ça n'a pas été un vote. Dans le conseil d'administration, tu peux noter ça dans le livre des minutes comme étant un vote. Mais ça n'a rien à foutre, ce n'est pas un vote. Le plus vibrant doit monarchiquement diriger. Et il peut demander ou permettre la descente de l'idée, de l'énergie à travers la colonne vertébrale des individus. Mais quand c'est trop nombreux, non. Pourquoi? Parce que l'intelligence d'un individu, l'intelligence d'une masse est inversement proportionnelle à la quantité d'individus qui la constituent. Alors, moins il y a d'individus, plus la masse est intelligente. Dans le phénomène supramental, c'est la même chose. C'est-à-dire que s'il y a un paquet de gens qui sont extrêmement évolués, ils peuvent avoir une conscience hautement individuelle, mais aurons-nous la possibilité de nous servir on est 50 individus, de ces 50 récepteurs d'énergie, d'intelligence, aurons-nous la possibilité de nous servir de cela, de toute cette intelligence, des récepteurs d'intelligence, pour qu'ils me donnent une version exprimée différente de l'énergie supramentale?